Pour Elisabeth et Mireille, c'est toujours la même émotion. Une stèle avec des noms, comme un hommage aux victimes d'une guerre. Mais ici, les deux amis se souviennent de leurs proches, tués par une terrible tempête. Moi, j'ai ma maman, donc Maggie Gautreau. Moi, j'ai mon mari, alors Francis Tabary, et puis mon petit-fils, Raphaël, qui avait 2 ans. 4 ans après, Elisabeth est toujours en colère. Mon petit-fils n'aurait pas dû mourir. C'était dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Xynthia attaque les côtes atlantiques. Des vagues de 4 mètres, des vents à 160 km/h. En Charente-Maritime et en Vendée, l'océan s'engouffre dans les terres et ravage les villages. Les premiers rescapés sous le choc racontent tous une montée des eaux hallucinante. C'est monté très vite, très vite, très vite. En l'espace de un quart d'heure. La baie vitre a explosé et on s'est retrouvés avec, je sais pas moi, j'avais plus pied, donc j'avais mon enfant et on a dû aller au grenier et on a attendu les secours. Toute la nuit, les pompiers évacuent les victimes. Au petit matin, le bilan est dramatique. 120 km de côtes endommagées, des milliers de maisons inondées et surtout 47 morts. C'est le village de la Faute-sur-Mer qui a le plus souffert. 29 morts parmi ses 800 habitants. La plupart se sont noyés dans leurs maisons submergées. Très vite, à la Faute-sur-Mer, la douleur a laissé place à la colère. Et toute la colère qu'on a tous en nous, voilà la colère qu'on a tous en nous, elle est là. Comme les autres familles de victimes, Alain veut aujourd'hui des explications. La nuit de Xynthia, il a échappé in extremis à la noyade. Il n'en dort toujours pas. Je suis réveillé à 3 h du matin, les yeux grands ouverts, avec cette sensation de me noyer. Et où c'est la sensation de se noyer, où c'est des cris qui reviennent, au secours. Pourquoi autant d'eau ici? Pourquoi... Est-ce qu'on aurait pu éviter ces morts? Est-ce que c'était prévisible? Ce drame humain aurait-il pu être évité? Pourquoi ces maisons étaient-elles construites en zone inondable? Et y a-t-il des responsables? Après 4 ans d'enquête, 5 personnes, dont le maire de la commune, René Maratier, vont être jugées pour homicide involontaire aggravé. Retour sur cette journée tragique. Nous sommes le 27 février 2010. Le vent commence à souffler sur les côtes vendéennes. Dans l'après-midi, le préfet de Vendée fait envoyer des messages d'alerte aux différents maires de la région. À la Faute-sur-Mer, c'est René Maratier qui reçoit un SMS d'alerte rouge. Cela veut dire risque de mort pour la population. La préfecture demande même aux élus de se rendre immédiatement à la mairie pour consulter ce fax. Forte marée et vent fort créeront des phénomènes de surcote de l'ordre de 1 mètre le long du littoral atlantique et dans les pays de la Loire. Restez chez vous. Les élus ont alors l'obligation d'avertir la population. La surcote est un phénomène rarissime et très dangereux qui élève les eaux de l'océan. Mais René Maratier n'aurait pas réagi. Selon son avocat, il ne serait pas allé à la mairie car tout était calme. Il aurait passé la soirée au restaurant. Question. Le maire a-t-il failli ce jour-là? Son avocat, Didier Seban, défend l'attitude de son client. Il a eu un échange téléphonique avec les services de secours de la Faute qui lui ont indiqué que tout était en ordre. Il a eu un échange téléphonique avec le responsable de la digue qui lui a dit que les choses étaient également en ordre.
Deuxième grand Pourtant, titre, au même de moment, l'actualité, les la médias France avertissent est les en Français alerte. du danger La qui les tempête guette. ce soir, des bourrasques à plus de 160 km/h sont attendues. 4 départements sont même en alerte rouge. La Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vienne. Construit au niveau de la mer, le village est censé être protégé de l'océan grâce à une digue de plusieurs kilomètres de long. Mais ce soir-là, la grande marée est renforcée par les vents violents de Xynthia. Rapidement, les vagues surpuissantes passent au-dessus de la digue et envahissent le village. Alain dort tranquillement chez lui quand le cauchemar commence. Moi, ce qui m'a réveillé, c'est les craquements dans la maison. Et vers 3h du matin, 3h30 du matin, ma fille m'a dit « Papa, il y a de l'eau qui rentre par le garage ». Et là, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu que l'eau était à ras de la fenêtre. Donc il y avait 1,20 m d'eau dehors à ce moment-là. On se dit « Je rêve ». C'est pas possible, il peut pas y avoir 1,20 m d'eau dehors, c'est pas possible. L'eau monte jusqu'à 2,50 m. La fille d'Alain s'échappe par la fenêtre. Lui reste coincé et voit sa fin arriver. Il restait 5-6 cm de poche d'air au plafond. J'ai repris de l'oxygène, j'ai replongé, mais je savais plus du tout où j'étais. Je savais plus où se trouvait la fenêtre. Je savais plus... Excusez-moi. Je savais plus où j'étais. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais très peu de chance pour m'en sortir. Donc j'ai replongé 3, 4 fois, peut-être 5 fois, je me souviens plus. Et je tapais sur tous les murs de l'intérieur de la maison en essayant de retrouver cet espace libre. Et à un moment, j'ai senti un trou. Je me suis engouffré dedans. C'était la fenêtre, mais ça aurait pu être le couloir, ça aurait pu être n'importe quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Au même moment, Elisabeth est elle aussi prisonnière de sa maison qui se trouvait ici, dans ce champ. Elle était avec son mari et son petit-fils âgé de 2 ans. L'eau était tellement froide que c'était glacial. Hein. C'était... Vous savez, on sentait plus son corps, on sentait plus rien. Et puis en plus, je ne pouvais pas nager, je ne pouvais pas bouger, j'avais le petit, donc on ne pouvait rien faire. Hein. Mon mari m'a dit, bon, ça y est, c'est terminé. Donc je dis, moi aussi, on a pu parler, parce qu'on savait que c'était notre fin, hein, ça on le savait. Bon, on l'a fait doucement, sans le petit qui ne comprenait pas ce qu'on disait. Hein. Bon, on n'a pas crié, il n'y a pas eu de cri, ça a été vraiment quelque chose... Mon mari est parti, puis le petit est parti après. Voilà. L'eau a surpris les habitants dans leur sommeil. Après le manque de réactivité de la mairie suite à l'alerte météo, une deuxième négligence apparaît. Pourquoi la digue a-t-elle été submergée? Cette digue, la voilà. Aujourd'hui, l'ouvrage est plus élevé, renforcé par des rochers. Mais il y a 4 ans, ce n'était pas le cas. La digue était identique à celle-ci, un simple remblai en terre, facilement submersible. Éric Godin est propriétaire d'un terrain proche. Et voilà. Vous en êtes où? Je vais vous faire voir où était à peu près la digue. Hein. Éric se souvient l'avoir toujours vue, en mauvais état. Vous voyez, la digue, elle était à peu près au niveau à peu près de la touffe d'herbe verte, là. Donc un bon mètre en dessous, hein, en dessous de son niveau, là. Ça faisait une bonne dizaine d'années que la digue n'avait pas été entretenue. La terre, ça se tasse tous les ans, d'année en année, ça se tasse, on va dire 5-6 cm ou 10 cm. Tous les anciens de l'Aiguillon, la Faute, vous voyez bien que les digues n'étaient pas entretenues et puis qu'un jour ou l'autre, il y aurait une catastrophe. Hein. Le soir de la tempête, le déclenchement de l'alerte rouge obligeait le maire à faire surveiller la digue. La mère de Mireille habitait dans une maison située à une centaine de mètres de cette digue. Le lendemain de la catastrophe, quand elle se rend au domicile de sa mère, elle découvre l'ampleur du drame. Donc ici, quand on est arrivé, il manquait un bout de dune et il y avait de l'eau dans ce grand champ. La jeune femme recherche alors Maggie, sa mère, et Rémi, son compagnon. Elle est aussitôt aiguillée par les secours jusqu'à l'école où sont regroupés les survivants. Du coup, on est arrivé à l'école. J'ai commencé par chercher la chevelure de ma maman dans les barquettes, ce que j'appelle les barquettes rouges, où les personnes plus affaiblies étaient allongées. Et là, j'ai pas vu les cheveux de maman.
Et je suis allée vers Rémi. Et là, il a fini par me dire elle est encore dans l'eau. La mère de Mireille est morte noyée dans son salon. La jeune femme tient à nous montrer l'ancien emplacement de sa maison. Alors c'est ici qu'habitait ma maman. Donc voilà, ma maman. L'endroit, la maison de ses rêves. Aujourd'hui, c'est un terrain vague qui ne sera plus reconstruit. La maison était bien proche de la digue, mais ni Mireille ni sa mère ne connaissaient le vrai risque de cet endroit. Ma maman n'avait pas conscience d'être en danger ici et d'être dans une cuvette sous le niveau de la mer. Elle ne savait pas que ces terrains étaient inondables. C'est la 3e interrogation de la catastrophe Xynthia. Pourquoi plus de 600 maisons où sont mortes noyées la plupart des victimes avaient-elles été construites en zone inondable? Cette décision relèverait de la mairie. Alors que le secteur était réputé risqué, René Maratier aurait laissé construire. Et 2 ans avant Xynthia, interrogé sur les dangers, il assumait. Il y a un risque d'inondation. Écoutez, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais de mémoire d'ancien, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau des inondations. Je reste persuadé qu'au niveau constructibilité, on a encore des possibilités, ne serait-ce que de monter peut-être éventuellement 2 ou 3 parpaings. Aujourd'hui, le lotissement devant lequel s'exprimait le maire n'existe plus. Nous avons essayé de rencontrer René Maratier. Il n'est plus le maire, mais il habite toujours dans le village. Il refuse tout contact avec nous. Monsieur Maratier, on veut juste vous parler 1 minute. Nous tentons alors de rencontrer son bras droit, l'adjointe à l'urbanisme de l'époque. Elle sera aussi sur le banc des accusés lors du procès. Elle aurait délivré des permis de construire en zone inondable. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche madame. Oui, c'était le sujet. On est journaliste. Non, alors c'était simplement pour poser quelques questions. Non, je ne répondrai pas aux questions, je répondrai à mes magistrats. D'accord. Maman, vous ne souhaitez pas juste... Non, c'est pas la peine d'assister. D'accord, ok. Aujourd'hui, de nombreux habitants de la Faute-sur-Mer sont convaincus que des responsabilités humaines ont pu aggraver le bilan de Xynthia. Non-respect de l'alerte météo, digue en mauvais état, construction en zone dangereuse. À chaque manquement, le nom de René Maratier revient. Mais son avocat, Didier Seban, considère que son client est un bouc émissaire. Il fallait un responsable, on a choisi M. Maratier, mais lui expliquera qu'à la fois il est dans une douleur terrible depuis ce qui est arrivé, mais qui ne se sont pas responsables de la mort terrible de ces habitants de la Faute-sur-Mer. Fait exceptionnel, c'est au Sable d'Olonne, au Palais des Congrès, que le procès Xynthia se tiendra. On attend une très forte affluence. Face aux 123 familles de victimes, s'ils sont reconnus coupables, les prévenus risquent jusqu'à 5 ans de prison.